Je vous salue, chers auditeurs de Radio Maria, chers internautes, et bienvenue à ce programme psychologique. Bonjour à Papa André Tandala. Bonjour Maman Régine, bonjour à tous nos chers auditeurs. Papa André, nous allons continuer à parler de ces thèmes, comprendre et gérer le phénomène du transfert dans notre vie quotidienne. Et on continue donc à parler des mécanismes de défense. Tout à fait, oui. Voilà, vous avez la parole pour l'exposer. Merci beaucoup. Alors, la fois dernière, nous avons dit que les mécanismes de défense sont pour le psychisme de façon très analogue, n'est-ce pas? Ce que sont les anticorps pour l'organisme. De même que les anticorps nous protègent contre les agents pathogènes sur le plan physique, de même aussi les mécanismes de défense nous mettent à l'abri des effets néfastes que peuvent comporter les situations anxiogènes, réelles ou imaginaires. Nous avons alors passé en revue 5 mécanismes de défense, notamment l'agressivité, l'idéalisation, le clivage, l'introjection et la projection. Aujourd'hui, nous allons vous proposer 4 autres mécanismes. Alors voici le premier mécanisme de défense que nous vous proposons pour notre causerie d'aujourd'hui, le déplacement. Comme l'indique son nom, le déplacement est un mécanisme de défense qui consiste à déplacer en fait un objet d'affect sur un autre objet, le second entretenant avec le premier des rapports de ressemblance, d'association ou même des contingences. Cela signifie ceci. Lorsque mon énergie psychologique est dirigée vers, mettons, un objet A, avec le déplacement, je dirige la même énergie psychologique vers les objets B, C, D, ainsi de suite, du fait que ces derniers objets ont une certaine ressemblance avec l'objet A. Du moment que B, C, D entretiennent certains rapports avec A, eh bien, l'énergie psychologique que j'ai dirigée vers A peut se déplacer et se diriger vers les objets B, C, D. C'est ça donc le déplacement. À titre d'exemple, lorsque je me querelle avec ma femme, je m'en prends à mes enfants, à mes beaux-frères, à mes beaux-parents, aux amis, aux collègues de ma femme. Parfois, je peux me surprendre en train de déchirer les photos et brûler les habits de ma femme. Que viennent faire ses parents, ses amis et voir ses vêtements et ses photos dans ce problème? La vérité est que par la structure de ma personnalité, pour me sentir en sécurité face à la frustration que je suis en train de vivre dans ma relation avec ma femme, j'ai mis en acte le mécanisme de défense qui s'appelle le déplacement. En incluant tout ce monde dans la querelle, je me donne l'impression de punir suffisamment ma femme et de me sentir aux commandes de la situation. Et cela à l'heure de me rassurer. Ça, c'est le déplacement. Deuxième mécanisme, la régression. La régression est le mécanisme par lequel, pour se protéger contre une situation de frustration ou des traumatismes, le sujet fait un retour à un stade archaïque de son développement en vue d'y trouver une satisfaction fantasmatique, donc fantastique. En cas de difficulté, au lieu d'affronter les problèmes qui se posent, je préfère retourner inconsciemment à l'âge où papa et maman venaient me secourir à chaque fois que j'étais en difficulté et que je me mettais à pleurer. C'est ce qui arrive par exemple lors d'un événement pénible et douloureux tel que le deuil, la perte d'emploi, l'exclusion d'un groupe auquel on tenait beaucoup et dans lequel on s'était beaucoup investi. On pleure. Ce faisant, on retourne à son enfance par un comportement typiquement enfantin, le pleur. Et très souvent, on se console. La régression peut aussi s'exprimer de diverses manières et pas forcément par des larmes. Ça serait le cas, par exemple, de toutes ces personnes adultes réputées d'être très normales qu'on a vu s'écrouler malheureusement suite à des événements particulièrement douloureux. Elles se sont mises à boire à tel point qu'elles sont devenues esclaves de l'alcool.
Elles ont cherché à noyer leurs soucis dans l'alcool, mais malheureusement, elles s'y sont elles-mêmes noyées. Il y en a d'autres qui ont abandonné la lutte pour la survie. À cause des événements malheureux, elles se sont désintéressées de tout, préférant, pour ainsi dire, vivre sous la dépendance de l'entourage, exactement comme à l'âge où elles dépendaient complètement des parents. D'autres encore sont devenues très rigides, très dures envers elles-mêmes et envers leur entourage. D'autres encore font systématiquement recours au tabac, à la cigarette ou à d'autres produits psychoactifs tels que la cocaïne, du cannabis ou du sexe. On est frustré, alors on se réfugie dans le sexe, dans l'espoir de lutter contre l'anxiété, la solitude ou le sens du vide qui s'est installé dans leur vie suite à un traumatisme. Donc, autant d'agissements qui dénotent de ce qu'on appelle en psychanalyse le caractère oral, anal ou phallique. Au passage, on ne peut pas s'empêcher de penser à la souffrance de nombreux enfants qui sont continuellement exposés à des agissements régressifs d'un de leurs parents ou au calvaire de ceux et celles qui subissent quotidiennement presque les comportements régressifs de leurs conjoints. Un père de famille qui rentre toujours tard le soir et qui doit ingurgiter tous les jours une telle quantité de bière qu'on se demanderait s'il a passé un contrat avec une brasserie. Des personnes qui sont comme allergiques à toute marque de tendresse et de douceur à leur conjoint. Dire à sa femme « chérie, je t'aime », c'est très coûteux. Dire à son mari « bébé, je t'aime », c'est une montagne à transporter. Donc, autant d'inhibitions et de fixations qui feraient penser à une régression au stade oedipien où la triade mère-enfant-père n'aurait pas bien fonctionné. Ça, c'est la régression. Troisième mécanisme de défense, la rationalisation. La rationalisation est parfois appelée le complexe de raisin vert. Pour comprendre ce que ça veut dire, pourquoi complexe de raisin vert, pourquoi cette dénomination, donc, eh bien, écoutez un peu cette anecdote. Le renard a vu un jour des raisins mûrs très alléchants qui pendaient à côté d'un mur. Naturellement, il lui vint l'idée d'en manger. Pour atteindre les raisins, il fallait sauter. Le renard sauta, mais n'atteignit pas son objectif. Il se dit alors, probablement, je me suis mal pris. Si je redouble des efforts, je réussirai. Il recula de 2 pas pour mieux sauter. Il refit donc l'exercice avec plus de force. Mais le résultat ne fut pas meilleur que celui de la fois précédente. Il recula de 4 pas pour être sûr de pouvoir enfin atteindre son objectif et sauta de toutes ses forces. Mais cette fois, en plus de rater son objectif, il heurta le mur et se retrouva avec le museau tout en sang. Ce fut donc un échec cuisant. Mais au lieu de s'avouer vaincu, notre renard préférant se cacher sa douleur et sa frustration, il s'écria « Je n'aime pas ces raisins, d'ailleurs ils sont verts, personne ne peut les manger ». C'est cela donc la rationalisation. Devant une frustration, au lieu de s'avouer vaincu en reconnaissant ses propres limites et peut-être en trouvant des moyens plus rationnels, n'est-ce pas, plus intelligents pour atteindre l'objectif, eh bien, on se cache la douleur de la défaite en niant l'intérêt et l'importance que l'on accordait à l'objet désiré mais non obtenu.
En plus, on attribue à l'objet un défaut réel ou fantastique, défaut qui rendrait donc l'objet indésirable et par conséquent non susceptible de causer une frustration. Donc, devant un objet indésirable, on voit comment on peut se tracasser autant que ça. Donc, on peut facilement se consoler et oublier sa peine en imaginant que l'objet n'était pas aussi désirable que ça. Jules a désiré avoir une liaison avec Nathalie. Celle-ci refuse catégoriquement une telle aventure pour des raisons d'éthique et de religion. Finalement, pour cacher sa frustration, Jules se met à injurier celle-là même pour qui, pas plus tard que la veille, il composait des poèmes où il lui promettait de lui décrocher la lune parce qu'elle était la plus belle femme du monde. Espèce d'idiot, voilà, devant la Jules frustré se met à vociférer. Espèce d'idiote, mais finalement, pour qui tu te prends? Tu penses vraiment que je peux aimer une femme comme toi avec des grosses oreilles? Allez au diable, sors de ma vie. Donc, il a échoué au lieu de reconnaître sa femme est bien et dit je ne peux pas aimer une femme comme toi parce que tu n'es pas aussi belle que ça. C'est aussi cela la rationalisation. Enfin, le dernier mécanisme que nous allons vous proposer aujourd'hui, c'est l'intellectualisation. Ce mécanisme de défense consiste à se consoler devant une douleur en se réfugiant dans des principes moraux, des principes philosophiques ou autres. Inconsciemment, on refuse d'affronter la douleur d'une réalité traumatisante et on cherche à la tenir loin de la conscience avec des discours moralisateurs ou religieux. Ce qui arrive souvent lorsqu'on a perdu un être cher. Ce n'est pas la peine de pleurer et de nous affliger autant que ça. Il est parti chez notre Père. Désormais, il prie pour nous, il est avec la Mère de Dieu, la Vierge Marie. Il faut comprendre, c'est la voix de tout le monde, à chacun son tour, etc., etc. Dans la vie courante, il n'est pas rare d'entendre des maximes du type « Un homme ne pleure pas ». Mwana mobali alelaka lelakate. Les Bassois, ils disent « Mwanaume aliaki ». Comme pour dire, dans l'adversité, il faut ignorer la souffrance et être au-dessus de la douleur. De la même manière, on peut trouver une femme qui a été trahie par son mari, et cela peut être de manière répétitive, et qui se console en disant « Les hommes sont pareils. Tu as beau tout faire pour lui, tôt ou tard, il finit par te trahir. Il faut seulement faire avec. » Donc, on dirait une victime qui refuse de reconnaître son triste sort en justifiant son bourreau. Tout en reconnaissant la vérité de ses pensées et maximes, on ne devrait cependant pas oublier qu'il y a le droit et peut-être même l'obligation de reconnaître la douleur que l'on est censé éprouver, éprouver face à certaines situations. Il peut s'agir de la colère, de la tristesse, du dégoût, de la peur, de la haine, même de la jalousie suscitée par un événement malheureux. L'important est d'abord de rester en contact avec soi-même, comme on dit. Il faut écouter son côté affectif, son côté émotionnel, et ne jamais le taire, ou simplement, ne jamais le négliger ou le taire. Quant à la manière de l'exprimer, cela est une autre question. Mais il faut absolument écouter ses émotions, avoir le courage de les nommer et de les respecter, c'est-à-dire le courage de les exprimer avec intelligence et conformément à ses propres valeurs. À l'instar de tous les mécanismes de défense, l'intellectualisation est capable de nous infliger beaucoup de dégâts sur le plan psychologique, avec de fortes probabilités de somatisation.
Lorsque nous refusons de reconnaître la douleur d'un événement tragique et que nous nous interdisons, n'est-ce pas, de mettre un nom sur notre état d'âme, cela fait que nous vivions superficiellement, comme si nous étions étrangers à nous-mêmes. Sans en être conscients, nous nous cachons la vérité à nous-mêmes. Mais tôt ou tard, le prix à payer pour ce jeu de cache-cache peut être lourd de conséquences. Nous voudrons finir avec un cas clinique, un cas que nous avons eu à suivre, un cas clinique d'un homme qui s'est compliqué la vie à cause de l'intellectualisation ou dont l'intellectualisation a mis à nu combien il avait une vie compliquée, même s'il avait toutes les apparences d'une personne normale. Écoutez un peu ça. Un homme est mort, laissant derrière lui une veuve et 6 fils et filles, dont la plus jeune avait 19 ans. Pendant tout le temps des funérailles et les mois qui ont suivi, la cadette se montra très affectée par le décès du père. C'est à peine qu'elle pouvait manger et prendre soin d'elle-même. Mais peu à peu, avec l'aide de ses amis et ses frères, elle se ressaisit, se releva de sa tristesse et la vie reprit son cours normal. Le fils aîné, un jeune adulte de 34 ans, vivant encore sous le toit parental, se montra digne et maître de ses émotions. En aucun moment, on le vit vraiment affligé ni verser la moindre larme. Par contre, il encourageait ses frères et sœurs à accepter dans la foi le départ de leur père vers le Père de miséricorde. À la fin des funérailles, certains membres de la famille élargie ne manquèrent d'ailleurs pas de le féliciter pour avoir si bien joué le rôle du nouveau responsable de la famille qu'il était désormais devenu. Un rassembleur et un consolateur au nerf d'acier. La page semblait alors tourner et la vie allait normalement. Cependant, quelques mois plus tard, un voisin qui était le meilleur ami de feu papa, mourit d'une mort brusque. Notre jeune adulte, un bon nouveau responsable de la famille, n'est-ce pas, alla consoler la famille amie durement éprouvée. Comme par hasard, il eut un cauchemar cette nuit-là. Un homme géant le tabassait et le menaçait de le tuer. Et depuis, il connut un trouble de sommeil. Il eut des insomnies pendant de très longs mois avec des fortes migraines, des maux d'estomac et l'anorexie, donc un manque systématique d'appétit. Et comme souvent, on ne tarda pas de trouver la sorcière. Voilà un peu le cas de ce jeune adulte de 34 ans qui a intellectualisé le traumatisme de la mort de son père. A-t-il vraiment été victime de la sorcellerie ou quelque chose de ce genre? Franchement, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question de façon satisfaisante. Mais une chose me semble assez claire. Sur le plan psychologique, il s'est passé quelque chose ce jeune adulte. Et quoi donc? Probablement ceci. Ce jeune monsieur, au nerf d'acier, digne et maître de ses émotions, n'avait jamais fait le deuil de son père à cause du mécanisme de l'intellectualisation, sûrement du fait qu'il était très inhibé, très déséquilibré sur le plan affectif. Pendant longtemps, il a tenu hors de la conscience la douleur du décès de son père. Il n'avait presque jamais parlé de la disparition de son père en termes de mort, mais plutôt en termes de retour au Père de miséricorde, comme s'il voulait nier la réalité de la mort du père. Malheureusement pour lui, la mort de l'ancien ami de son père est allée réveiller toutes les tensions accumulées et non reconnues, si bien qu'il connut ce qu'on appelle le retour du refoulé.
Les soupapes de l'inconscient ont cédé et notre homme, digne et maître de ses émotions, a fini par s'écrouler comme une digue d'argile devant la force d'un courant puissant. La somatisation et tous les problèmes de santé qui s'en sont suivis n'étaient rien d'autre que des symptômes de tous les conflits psychiques qu'il vivait à son insu, et cela très probablement depuis sa tendre enfance. Le deuil de l'ancien ami de feu papa n'aura été qu'un facteur circonstanciel de son mal, à la faveur duquel s'étala, n'est-ce pas, au grand jour, la vulnérabilité psychologique de sa personne. Ainsi donc, les anticorps psychiques ayant échoué de le protéger, la maladie s'est déclarée. Donc, les anticorps psychologiques, les mécanismes de défense sont là pour nous défendre, mais de façon excessive, ce sont des symptômes d'un trouble psychologique. Je vous remercie beaucoup. Merci, Papa André Tandala. On va écouter cette belle mélodie. Échanger d'abord nos différences, partager ensuite nos talents, échanger aussi nos ressemblances, partager nos rêves les plus grands, retrouver le goût de l'espérance, accueillir les enfants des bougies, questionner et comprendre un silence, exister comme un arbre et ses fruits, échanger. Merci pour ces beaux chants de Jean-Claude Guénada. Échanger d'abord nos différences. Quelques mécanismes de défense, Papa André vient de développer. Quatre mécanismes de défense. Il s'agit du déplacement, la régression, la rationalisation et l'intellectualisation. Voilà les 4 mécanismes de défense que nous avons vus dans cette émission. Voici mon problème. Vous avez des questions par rapport à ces différents mécanismes, vous nous appelez au 082 016 35 12, au 090 68 16 742, 084 10 78 364 et le 09 98 23 97 23. Vous nous écrivez au 081 99 66 0 98. On va prendre les tout premiers textos. Bonjour Papa André. Bonjour Maman Régine. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par régression comme mécanisme de défense? C'est Maman Aminata. Merci beaucoup Maman Aminata. La régression, de façon on va dire sémantique, c'est le contraire du progrès. Quand il n'y a pas progrès, il y a régression. Ça veut dire le contraire de l'avancement. Alors, dans la psychanalyse, si vous voulez, dans la psychologie, le mot désigne une façon de se conduire ou de se comporter qui marque un malaise psychologique, malaise qui consiste en ceci qu'un individu donné qui n'est pas suffisamment équilibré sur le plan psychologique se retrouve devant des difficultés. Alors, au lieu de surmonter ces difficultés-là de façon adulte, il peut se mettre à se comporter, à se conduire comme au temps où il était encore enfant. Il a régressé en quelque sorte. Ça peut arriver à l'adolescence, ça peut arriver à 2 ans, à 3 ans, ça peut arriver à 35 ans, ça dépend. Donc, la régression, c'est le fait que on n'avance pas dans la croissance psychologique ou déjà adulte, on a connu des problèmes, mais en quelque sorte, on rechute, entre guillemets. C'est ça la régression. On va rappeler ces textos. Bonjour Radio Maria. Par rapport à celui qui n'arrive pas à finir son deuil, y a-t-il chance de lui faire comprendre la situation pour qu'elle puisse se rattraper? C'est Bénédicte. Oui, bien sûr. Les conseils qui se donnent entre amis,
Quand on va voir son directeur spirituel, on va voir son curé, son pasteur, on va voir un ami, une amie pour essayer, n'est-ce pas, de surmonter la difficulté causée par la perte d'un être cher. On peut aller voir un conseiller, un assistant social, un psychologue. C'est une façon, n'est-ce pas, de prendre soin de soi avec l'aide des autres, des experts en particulier. Donc, dans ce processus-là, il faut amener l'individu à se rendre compte de la difficulté qu'il est en train de vivre. On peut donc amener quelqu'un à comprendre son problème et à essayer de le résoudre avec les moyens qui correspondent, n'est-ce pas, à la structure de sa personnalité. C'est un peu ça. Appelez-nous 082 016 35 12 au 090 68 16 742 084 10 78 364. On va prendre ces textos. Bonjour Radio Maria, bonjour à Papa André et Tandala. Je suis hors sujet. Papa André, comment aider un enfant qui ne parle pas mais qui s'applique bien à l'école? Par moment, l'enfant parle et aussi perd les langages quelquefois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut voir le médecin? Car nous avons déjà tenté plusieurs fois, mais c'est toujours impossible de l'aider. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous pouvez nous aider? Marie-Ange. Merci beaucoup, maman Marie-Ange. Malheureusement, ça sera là. Pas malheureusement pour vous, maman, mais pour la situation générale, des parents qui posent des questions, qui viennent même me voir. On se donne rendez-vous, mais ils ne viennent pas. Le tout dernier cadre montré, je crois, il y a 3-4 mois, on vient avec un enfant. Je dis, bon, tel que je vois l'enfant qui travaillait bien, il s'agissait d'un enfant qui travaillait bien à l'école, et puis tout d'un coup, bon, les résultats ne sont plus les mêmes, aussi fameux que ça. L'enfant semble tout le temps fatigué, distrait. Elle vient avec l'enfant, je regarde l'apparence de l'enfant, un enfant, on va dire, asthénique. Donc, je vois son état comme ça, physique. C'est un enfant, on dirait, qui est mal nourri en quelque. L'enfant ne mange pas. Je dis, allez chez le médecin, que le médecin fasse des examens appropriés, que le médecin dise si cet enfant, étant donné son âge et sa taille, le poids est normal. Est-ce que, c'est pas le terme médical qu'il faut utiliser, est-ce que la quantité du sang, est-ce que cet enfant ne souffre pas d'anémie, par exemple? Si vous avez ces éléments, venez, on va voir comment il faut faire un suivi psychologique de l'enfant. Elle est partie en me promettant de le faire le plus tôt possible, mais ça fait de longs mois, j'attends, je n'ai pas de nouvelles. Ce n'est pas pour lui attribuer des mauvaises intentions, hein. Ce n'est pas pour ça, mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a un ça ne va pas chez un enfant, le premier réflexe, c'est d'aller chez le pédiatre. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui dépendent du fonctionnement organique de l'enfant. Donc, dans ce cas-ci, maman, je vous conseillerais tout d'abord d'aller chez le pédiatre, que le médecin fasse, qu'il dise ce qu'il va. Les quelques éléments que vous avez donnés, on peut parler d'un autisme sélectif. Hein. Donc, un enfant qui se cloisonne comme ça, qui fait une sélection dans ses interactions, on va dire, sociales ou affectives. Ce ne sont pas avec 2-3 éléments qu'on peut dire comment aider cet enfant pareil. Il faut un face-à-face, l'enfant présent, les parents présents, qu'on fasse une lecture globale de la vie de l'enfant avec comme appui ce qu'on appelle la fiche médicale de l'enfant. Donc, bref, allez chez le médecin, que le médecin fasse des examens, qui vous dise ce qu'il y a sur le plan clinique, médical, et venez un mardi ici à 10h30, on peut parler et voir si il s'agit d'un problème psychologique et ce qu'on peut faire. C'est un peu ça. Merci, Papa André. On va prendre un autre texto. Bonjour, Monsieur André. À vous entendre parler de la rationalisation, je me retrouve car mon mari ne fait que m'insulter. Hier, ces insultes étaient des qualités. Aujourd'hui, ce ne sont plus des qualités. C'est quoi qui est à la base de tout ça?
C'est une question très compliquée, celle-ci. Ces insultes étaient de qualité. Maintenant, ce ne sont plus des insultes de qualité. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais de toute façon, maman, vous rationalisez. Alors, qui fait la rationalisation? Est-ce vous ou bien votre mari qui rationalise? Je ne sais pas. De toute façon, il faut... Je vous inviterai, maman, de venir à Radio Marie. On va parler fraternellement, échanger fraternellement. Je ne suis pas en train de vous proposer un suivi psychothérapeutique, vraiment un échange pour m'aider à comprendre et à répondre un peu plus adéquatement. Merci beaucoup. On va écouter Joseph Desmarais. Maman Régine, bonjour, papa Etandala, et merci pour cette belle émission psychologique. D'abord, je remarque à vous entendre développer tout ça, on dirait que vous êtes un psychologue clinicien. Il y a quand même une différence là-dessus. Un psychologue clinicien, un psychologue tout court. Voici ma première question. On dirait que dans tout ce qu'on venait de développer, on doit rester toujours sur le qui-vive d'une façon inconsciente, cher papa. Alors, pourquoi, à trauma égal, certains sujets résistent-ils quand d'autres décompensent sur un mode somatique ou psychologique? Ma deuxième question, comment peut-on permettre à un être humain de faire face à un environnement particulièrement défavorable sans dommage majeur, alors que d'autres, dans un contexte similaire, basculerait dans une sorte de chaos? Ma troisième question. Les critères à utiliser, là je prends le cas de la résilience. Est-ce que les critères à utiliser pour définir la résilience ne sont-ils pas différents chez l'enfant et l'adulte? Pour terminer, est-ce qu'on peut affirmer que la résilience n'est jamais une chose acquise définitivement? Merci papa, pour le moment je m'arrête là. Merci Joseph. Merci beaucoup frère. À vous entendre cette remarque, à vous entendre parler, vous êtes un psychologue, je ne comprends pas à quoi il voulait ça rime ça. Un psychologue, c'est quelqu'un qui a étudié la psychologie. Un psychologue clinicien, pour faire bref, c'est un psychothérapeute. Un point, c'est tout. Donc, quelqu'un qui accompagne les gens psychologiquement. À traumatisme égal, on va dire... Je n'ai pas bien suivi la suite, mais j'ai cru comprendre que les traumatismes, pour un même traumatisme, les gens réagissent différemment. Cette question résume tout ce qui vient, deux ou trois autres questions qui viennent après. Problème de résilience, avec la capacité de rebondir après un choc, de résister et de rebondir après un choc. Donc cela dépend d'un individu à l'autre, ce qu'on appelle le seuil de résistance. Eh bien, devant un accident ou un problème qui se pose en famille, la personne X va réagir à sa façon, la personne Y à sa manière, la personne gamma aussi à sa manière, etc., etc. Donc ça dépend de la structure psychologique de chacun. C'est bien qu'il n'y a pas un fait ou bien un stimulus universel pour tout le monde. Chacun réagit selon sa santé psychologique. Brièvement, toutes ces questions se résument dans cela. Eh bien, la résilience, le seuil de résistance, le traumatisme et tout cela, la réaction est relative, dépend effectivement de la santé psychologique de chaque individu. C'est un peu ça. On va recourir à notre texto. Bonjour, Papa André, Maman Régine, merci pour la matière du jour sur les mécanismes de défense. Ma question est celle de savoir, est-ce que ces mécanismes sont innés ou on les développe juste après ou comment? Voilà un peu la question de cet auditeur ou auditrice. Merci beaucoup. Les mécanismes de défense ne sont pas innés. Par inné, il faut entendre instinctif. Donc, on n'est pas avec, ce n'est pas codé dans nos gènes, dans notre ADN. Il n'y a pas de mécanisme de défense. Ce sont des moyens que nous acquérons dans les interactions
avec l'environnement depuis la naissance. Donc les frustrations, les besoins non satisfaits, et tout cela fait que, étant en quelque sorte programmés pour survivre, nous essayons de lutter, de nous adapter, n'est-ce pas, pour que nous ne mourions pas. Et bien voilà, on s'adapte, on crée, et se crée ces défenses psychologiques. Donc, ce sont des acquis de l'expérience, des interactions avec l'environnement. La suite du texto, il dit comment un enfant, bébé, qui ne sait ni parler, il peut se défendre si ces mécanismes ne sont pas innés. Comment un enfant peut se défendre si ces mécanismes ne sont pas innés? Non, ça, très bien. Eh bien, il y a de la naissance, l'enfant se débrouille déjà. Quand il vient au monde, il est suffisamment équipé, pour essayer de mettre de côté les frustrations. Et on nous dit, eh bien, les chocs, non. La mère ou le père de tous les mécanismes de défense, c'est le refoulement. Donc là, cette protection que nous mettons en jeu, qui consiste à oublier les frustrations que nous avons, que nous rencontrons dans l'expérience de la vie. C'est depuis la naissance, on a ça. L'enfant, ce n'est pas inné, mais il apprend automatiquement comme ça. Inné, ça serait dans les codes, non? D'autant plus que nous n'avons pas tous les mêmes mécanismes de défense. C'est cela. On écoute encore Joseph Desmarais. Oui, je reviens encore un tout petit peu, cher papa. Je ne sais pas si cette question que je vais poser se ressemble avec toutes les réponses que vous venez de donner tout à l'heure. Je disais ceci, pourquoi à pathologie égale, certains patients vont-ils vivre et certains patients vont mourir? Je ne sais pas si ça se ressemble avec la question précédente. Ma deuxième question. Dans l'intellectualisation, vous nous parlez de consolation. Mais, cher papa, vous n'allez quand même pas nous dire que la consolation est une mauvaise chose dès lors qu'elle nous console, excusez-moi la tautologie, dès lors qu'elle nous console en atténuant nos émotions. Sinon, on éclaterait, cher papa. Ma troisième question. Refuser de reconnaître la douleur, comme vous l'avez affirmé, refuser de reconnaître la douleur, et ce n'est pas, pour moi, un signe d'une maîtrise d'émotion sans faille. Parce que lorsque nous basculons chez les bouddhistes, chez eux, il faut arriver à apprivoiser la douleur, quel que soit son degré. N'ont-ils pas raison quelque part, cher papa? Merci beaucoup. Pour le moment, je m'arrête là. À pathologie égale, certaines personnes vivent, d'autres succombent. Sur le plan médical, il faut demander aux médecins qu'est-ce qui fait que tout le monde souffre du choléra. Il y en a 10 individus souffrent du choléra, 5 meurent, 5 d'entre eux survivent. Il faut demander aux médecins pourquoi ça arrive comme ça. Sur le plan psychologique, c'est ça notre terrain ici. Pathologie, c'est une psychopathologie. Eh bien, on ne meurt pas en tant que tel d'une psychopathologie. Mourir physiquement d'une psychopathologie, non. La psychopathologie, par contre, peut être un facteur de mort dans le sens où elle vous met dans des conditionnements tels que vous menez une vie qui va faire en sorte que votre santé physique puisse se détériorer. Donc, une psychopathologie qu'on appellerait paranoïa, par exemple. Eh bien, une paranoïa, c'est cette psychopathologie qui fait que je n'ai pas la possibilité à moi d'avoir confiance dans les autres, ce qui fait que je suis un être tendant à vivre de façon
cloîtré, on va dire, avec des barrières. Je me barricade, je ne communique pas facilement. Alors quand vous me parlez à pathologie égale, certains vivent, d'autres meurent, je ne comprends pas si vous êtes en médecine ou en psychologie ou carrément en psychopathologie. Alors, je répète, ayez le souci de bien définir le cadre dans lequel vous voulez évoluer. Est-ce en médecine ou on meurt physiquement ou en psychologie? La consolation est-elle mauvaise? Non. Je n'ai jamais dit, à ce que je sache, à ce que je me rappelle bien, je n'ai jamais dit que les mécanismes de défense en tant que tels sont une mauvaise chose. Elles deviennent nuisibles si elles sont utilisées de façon systématique et même, on va dire, massive. Alors ça devient nuisible, ça nous rend soit trop malléable, ça dépend du mécanisme en question, ou trop rigide pour interagir avec l'environnement et avec nous-mêmes. Donc du moment que ça peut m'aider, eh bien c'est bon. Mais si ça devient systématique, mettons le cas que vous avez, je ne sais pas, la rationalisation de l'intellect. Si chaque fois je dois rationaliser avec mes parents, avec mes enfants, avec mes collègues, vous voyez que je suis une personne très rigide, je ne peux pas vivre en communauté. Donc la consolation est bonne, mais la question qu'il faut se poser, est-ce que je me sens consolé de façon pathologique ou de façon, on va dire normale? Quand on a une schizophrénie et on pense que la meilleure façon de se défendre de l'environnement, dans ce cas-ci, perçu comme hostile, on va se barricader. On est fou, eh bien on croit que tout le monde vous en veut, n'est-ce pas? Eh bien vous allez vous barricader, vous faites comme le cas de la paranoïa. Et le fait de vous barricader chez vous, vous rassure en quelque sorte, ça vous console. Est-ce pour autant que cette consolation est bonne, normale? On va dire que c'est une consolation pathologique. Et à la longue, ça va créer des problèmes et vous risquez de vous retrouver en psychiatrie. Refuser de reconnaître douleur, est-ce de la bravoure? Nous avons, je pense que le point fondamental de la philosophie de cette émission, ce programme, voici mon programme, c'est de nous aider les uns les autres, de comprendre que la personne humaine a 3 dimensions. La dimension physique, la dimension psychologique et la dimension spirituelle. Et la santé de l'homme, c'est donc le bien-être à toutes ces 3 dimensions. Alors, dans la dimension psychologique, il y a un fondamental qui dit que, eh bien, pour être authentique, mener une vie, une existence authentique, il faut être attentif même à son vécu affectif. Donc, reconnaître qu'on est triste, reconnaître qu'on est joyeux, reconnaître qu'on est en colère, qu'on est jaloux, qu'on est, frustré, eh bien, et essayer de canaliser cette émotion de façon intelligente, sans m'écarter de mes valeurs, ça c'est un indice de bonne santé mentale. Donc, refuser de reconnaître ses émotions, c'est en quelque sorte être malade. Moi, je ne connais pas le bouddhisme, je ne peux pas m'engager dans un débat sur le bouddhisme, mais je ne pense pas que le bouddhisme soit des gens qui promulguent les passions ou l'apathie, je ne sais pas. Est-ce qu'on ne parle pas de compassion chez les bouddhistes? Je ne sais pas. On ne parle pas de solidarité chez les bouddhistes? Je ne sais pas. Mais au cas où on si jamais on parle de compassion, de solidarité, d'empathie chez les bouddhistes, comment on peut être empathique, comment on peut avoir de la compassion si on n'est pas au départ attentif à ces émotions? Les émotions bien canalisées, bien maîtrisées, ça nous aide à être ouverts aux autres. C'est un peu ça. Bonjour Papa André, Régine, un jeune homme à l'étranger, fils à papa, apprend la mort de son père. Comme réaction, il s'enferme une semaine sans rien dire, ni à sa copine, ni aux amis. Il n'est jamais revenu au pays pour faire les deuils. Il annonce aux amis beaucoup plus tard. Comment lui conseiller de faire ces deuils?
Bon, en termes de deuil, il y a ce qu'on appelle le deuil normal, ça peut durer quelques mois, une année. Il y a ce qu'on appelle le deuil compliqué et le deuil pathologique. Alors, à quel niveau on en est, j'ignore, de par les éléments qui nous sont donnés, c'est difficile de le dire. Mais si vous avez un ami, une amie dans un cas pareil, faites de votre mieux pour l'aider à aller chez un psychologue, un psychothérapeute, qu'il se raconte, qu'il s'extériorise, et le psychologue est suffisamment informé, suffisamment formé pour aider, accompagner des gens qui ont ce genre de problème. Le travail, ça s'appelle le travail de deuil. Élaborer son deuil, c'est finalement intégrer, n'est-ce pas, l'absence de l'être perdu dans la vie actuelle. Accepter ça sans se faire du mal, c'est un peu ça. Donc il faut aller chez un psychologue et que cette personne soit suivie, c'est la moindre des choses. Guy Pascal Sido, dans un état asthénique, un enfant de 2 ans refuse la présence de ses parents. Nous pouvons penser à quoi exactement par rapport à la réaction de l'enfant? Est-ce physique ou psychologique? Refuser la présence de parents pendant combien de minutes et pendant combien de jours, je ne sais pas. Un enfant de 2 ans peut être aux prises à faire ce qu'on appelle la crise du moi. Donc il découvre que c'est une personne, il est une personne, n'est-ce pas, autonome en quelque sorte, capable de vouloir, de faire des choses. Eh bien, pour vous le prouver, il s'oppose systématiquement à tout. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne veut pas vraiment de ses parents, des autres non. C'est une façon normale à son âge de s'affirmer et de prouver aux autres qu'il est une personne normale. Donc ce n'est pas parce que l'enfant fait des caprices, alors il faut savoir, il a refusé la présence des parents pendant combien de temps? Ça fait combien de temps que ça dure? Mais je me demande à 2 ans comment un enfant peut être frustré, montrer des signes de malaise, n'est-ce pas, on va dire psychologique, pas très à l'aise avec tel parent ou tel autre, oui. Mais refuser, fuir, c'est difficile. Moi, écoutez, il m'arrive parfois de parler avec des enfants qu'on appelle, passez-moi l'expression, les enfants de la rue, qui n'est pas une expression très heureuse de celle-ci. Donc des enfants en rupture avec leur famille. Alors, des enfants qui ont été sérieusement traumatisés, des enfants blessés au plus profond d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que rejetés par la famille, dans des situations que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, théoriquement parlant, sur le plan clinique, l'une des manières d'aider un enfant comme ça en quelque sorte à faire le deuil, à se reconstituer en quelque sorte, c'est qu'il doit passer par une étape qu'on appelle la colère. Il doit être capable de se fâcher contre ses parents qui ont failli à leur mission, à leur responsabilité. Mais amener ces enfants-là, que le 4 ans, qu'il ait 5, 10 ans, même 20 ans, amener un enfant, une personne pareille, à se fâcher contre son père, ça a toujours été très dur pour moi. Donc, que l'enfant comprenne qu'il a été blessé dans ses droits, il a été lésé dans ses droits et que le parent, entre guillemets, doit payer ce manquement. L'enfant reste en quelque sorte attaché à ses parents qui l'ont rejeté, tout en le refusant en même temps. Vous comprenez ce dilemme-là? Donc, dire qu'un enfant de 2 ans refuse ses parents, c'est difficile à imaginer, même si théoriquement c'est possible, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Voilà. Merci, Papa André. Nous sommes presque déjà à la fin de notre émission. On va prendre la dernière question de Guy Pascal. Un patient souffre d'insomnie. Cela est dû à un problème psychologique ou comment? Alors, ce n'est pas parce qu'on a fait 3-4 petites nuits d'insomnie que ça devient un problème psychologique en tant que tel. Sur le plan clinique de la psychiatrie, l'insomnie est classée parmi les troubles du sommeil. Alors, ça dure combien de... Ça fait déjà 1 mois, 3 mois que
Ça, c'est un. Deux, est-ce que la personne en question, il est en train de prendre certains médicaments qui pourraient avoir comme effet collatéral le manque de sommeil? Est-ce qu'il a une autre infection, une affection organique qui fait que il ne peut pas dormir? Tout ça, il faut voir avec le médecin et le psychologue. Donc, ce n'est pas parce que j'ai eu même une semaine d'insomnie, cela ne suffit pas encore pour que ce problème soit classé sous l'étiquette de trouble du sommeil en psychopathologie. Merci, Papa André. Un dernier mot pour terminer. Merci beaucoup. Alors, en conclusion, disons ceci. Le déplacement, la régression, la rationalisation et l'intellectualisation sont des moyens puissants pour nous protéger contre les situations traumatisantes et anxiogènes. Ces mécanismes de défense sont bons pour notre équilibre et notre santé psychologique. Mais s'ils sont systématiques, massifs et même omniprésents, au point de nous rendre rigides dans nos interactions avec nous-mêmes, avec notre environnement, alors ils deviennent des symptômes d'un psychisme déséquilibré, malade. Les complications, les échecs dans nos relations ou bien les difficultés à gérer les conflits inhérents à la vie en groupe, en communauté, en famille, eh bien tout cela c'est souvent causé par les mécanismes de défense que nous mettons en jeu. Il n'est pas toujours facile de les détecter et les reconnaître. Dans la plupart du temps, il faut accepter de se faire accompagner. Je vous remercie beaucoup. Pour qui voudrait appeler pour poser des questions, continuer ou même donner des idées, on peut appeler au 085 044 22 39 ou bien appeler au 082 20 029 18. Merci à vous, Maman Régine, à Papa Kina et à toute l'équipe. Merci à tous nos chers auditeurs très sympathiques, les uns plus que les autres. On se revoit plus tard, très bientôt, pour un autre numéro de Voici mon problème. Merci beaucoup, Papa André Tandala, cher auditeur de Radio Maria. Nous voici donc à la fin de cette émission. Voici mon problème. Nous avons traité 4 mécanismes de défense: le déplacement, la régression, la rationalisation et l'intellectualisation. Merci de nous avoir suivis, surtout d'avoir participé. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion chaque dimanche à 13h, heure de Kinshasa. On se retrouve la semaine prochaine. Rêve d'un monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde nouveau. Aimer la vie, aimer ensemble, donner sa vie